tâm tư. Les 4 investigations. Les 4 pariers sana. Le premier pas, c'est on fait l'investigation sur les mots, sur les noms. Nama. Yan. Comme le mot je, comme le mot nuage, comme le mot thầy, comme le mot pháp hoạt, comme le mot Bergerac, comme le mot Bordeaux, comme le mot français, comme le mot anglais. Ce sont des appellations pour faciliter les choses. On doit créer des mots, des appellations. On peut très bien dire que voilà une communauté de cellules qui vient d'entrer dans la salle. Mais c'est beaucoup plus simple de dire que ce Dieu vient d'entrer. Ou ce Dieu Mantué vient de sortir. Et ce Dieu Mantué, ce sont des appellations conventionnelles. Et il est recommandé que quand on fait l'investigation sur les noms, on ne voit que des noms. C'est parce qu'on confond toujours le nom avec la chose. On confond toujours la notion, le concept, le percept avec la chose. Vous avez le nom Paris, mais ce nom-là n'a pas beaucoup à faire avec Paris comme réalité. Vous avez un nom Bouddha, mais l'appellation Bouddha peut rien avoir avec le Bouddha comme réalité. Une fois, un jeune homme est passé, il m'a regardé, il m'a posé la question, est-ce que vous êtes bouddhiste? Je dis non. Et si j'ai dit oui, alors il sera pris dans son concept, dans son nom. C'est dire non, c'est lui offrir une chance. Donc, le premier pas dans la pratique, c'est quand on a affaire avec un nom, on ne voit que le nom. C'est parce que nous avons l'intention de confondre des appellations comme réalité. Vous pouvez aimer un nom, vous pouvez détester un nom, vous n'aimez pas vraiment cette personne. Vous ne détestez vraiment cette personne-là. Quand les garçons, quand les boys américains sont allés en Irak, ils ont cette détermination à détruire les terroristes. Terroriste, c'est un nom.
la guerre contre la terreur. La terreur est un nom. Les terroristes, c'est un nom. Et nous avons l'intention de tuer, de détruire ces noms-là. Mais si ces jeunes hommes ont eu l'occasion de parler, de passer une soirée avec ce que l'on décrit comme un terroriste, ils vont pouvoir entrer en contact avec quelque chose d'autre que le nom, une personne, un être vivant. Dans la guerre au Vietnam, la tâche des Américains, c'est pour détruire les communistes. Et comme il y a la peur, on voit les communistes un peu partout. Les moines bouddhiques aussi sont parfois vus comme communistes. Et si on tire sur quelqu'un en pensant que c'est un communiste, on tue le nom communisme. Et à cause de cela, on tue la réalité qui n'a rien à voir avec le nom. Donc il faut distinguer entre le nom, l'appellation et la réalité. Et c'est pourquoi le Bouddha nous a encouragés. Quand vous avez affaire avec les noms, il faut reconnaître que ce ne sont que des noms. Ce ne sont que des appellations. Chacun de nous dans cette salle a un nom. Nous avons affaire avec des êtres vivants et non pas avec des noms. Et quelquefois, un nom suggère beaucoup de choses. Et confond le nom avec ces choses-là. Le nom Bouddha peut rien avoir avec le Bouddha. C'est pourquoi un maître zen une fois a dit « Je suis allergique au mot Bouddha. Je n'aime pas le mot Bouddha. Chaque fois que je dois prononcer le mot Bouddha, je souffre. Et après cela, je dois me rendre dans la salle de bain pour rincer ma bouche, pour me débarrasser de ce mot-là. Voilà cette manière de parler, c'est très zen. Je suis allergique au mot Bouddha. Chaque fois que je dois prononcer le mot Bouddha, je dois entrer après ça dans la salle de bain pour rincer ma bouche. Je ne veux que cela reste dans ma bouche. C'est parce que le mot Bouddha n'a rien à faire avec le Bouddha. Et vous savez qu'il y a une personne dans l'audience qui a bien compris cela. Il s'est levé, il a dit « Maître, chaque fois que je vous entends prononcer le mot Bouddha,
je dois me rendre à la rivière pour nettoyer mon oreille 3 fois. Comme ça, je me sens plus libre. Alors, tel maître, tel disciple, c'est bien pour eux. Alors, il faut pratiquer le premier pas. Quand vous avez l'affaire avec les noms, il faut voir que les noms sont seulement les noms. Deuxième investigation, Vastu. Sự nghĩa. Ce sont des choses. Quand vous avez affaire avec des choses, il faut dire que ce ne sont que des choses. Les noms n'ont rien à faire avec ces choses-là. Alors vous avez plus de chances pour pouvoir investiguer, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que cette chose-là. Si vous gardez encore ces noms, ces concepts, alors vous n'avez pas de chance. Il faut laisser derrière vous tous les noms, tous les concepts. C'est une pratique très forte. Vous avez devenu victime de votre manière de penser. De vos idées qui sont basées sur des appellations non contrôlées. Et ça va gâter tout si on ne peut pas laisser derrière cette tendance à s'accrocher au nom, au concept. Il faut être seul avec les choses pour avoir une chance de les comprendre. On doit être là, être un avec la chose qu'on veut comprendre, qu'on veut investiguer. La condition fondamentale, c'est de laisser tous les mots, tous les concepts hors de ça. Les concepts comme atome, électron, temps, espace. Il faut être libre pour pouvoir comprendre. Troisième pas. Svabhava, Prajnapti, tự tánh giả lập. Svabhava, ça veut dire que la nature propre, l'essence ontologique, la fondation, la nature propre.
on pense que chaque chose a sa nature propre. Comme la table est faite avec le bois. Le bois, c'est la nature propre de la table. Un nuage est fait avec les molécules hydrogène et oxygène. H2, HO2, c'est la nature des nuages. Alors, c'est le troisième pas, l'investigation sur la nature propre des choses. Mais cette nature propre, est-ce que c'est quelque chose de solide, de persistant, d'inchangeable, immuable, toujours existant? On présuppose que la nature propre des choses reste la même. Seulement l'apparence change, mais la nature propre ne change pas. Cette base ontologique, cette nature propre qui est à la base de toutes choses, persiste, continue à être là. On peut appeler cela nirvana ou Dieu. Et on conçoit cela comme quelque chose de fondamental, indestructible. Et dans ce troisième pas-là, on fait l'investigation pour voir que ce qu'on appelle le fondement ontologique, c'est aussi une appellation conventionnelle. Prajnapti Yalap, c'est une appellation conventionnelle aussi. Dans la science, dans la physique sous-atomique, hạ nguyên tử, vật lý học của hạ nguyên tử, on va à la recherche du fondement de l'être, de la réalité. On a cru que l'atome est la base de toutes choses. Des particules élémentaires. Et on a trouvé que c'est faux. Dans le monde subatomique, il y a des autres choses, des graines beaucoup plus petites, comme des électrons, des neutrons, des positrons, etc. Et on a cru que ce sont des minuscules bases de l'existence. Et le monde se construit avec ces particules-là, solides, inchangeables. Lạp tử. Une particule cơ bản lạp tử.
élémentaire. Les hommes de science aussi veulent découvrir, veulent toucher le fondement ontologique de la réalité. Après avoir découvert l'atome, on est allé plus loin. Et on a trouvé des choses, des particules beaucoup plus petites, appelées des particules subatomiques. Mais on commence à voir que ces choses-là ne sont pas des choses fondamentales. Et la science physique moderne est sur le voie et sur le point de reconnaître qu'il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de réalité matérielle. On est sur le point d'enlever cette notion de matière. Dans la physique moderne, il n'y a plus de matière. Le concept d'une matière solide à la base de tout phénomène est sur le point de disparaître. Donc cette idée, cette notion de base ontologique n'est qu'une appellation conventionnelle. Ce n'est pas une réalité. Même Nirvana, même Dieu, ce n'est pas quelque chose de solide. Ce n'est pas quelque chose de permanent. Ce n'est pas même le refuge. C'est une idée seulement. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, si on conçoit Nirvana comme une base solide, ontologique, le fondement de tout phénomène, on a tort. Et c'est le troisième pas que l'on fait dans la recherche, dans l'investigation. Ce que j'appelle, ce que j'ai conçu comme une base ontologique, c'est seulement une appellation conventionnelle pour le confort, pour mes conforts. Vishesha. Le quatrième pas
Prajnapti. Sai biệt giả lập. Maintenant, on sait que ce qu'on appelle nature propre, fondement ontologique, ce n'est qu'une appellation. Il a une chance de retourner au monde des phénomènes, de l'apparence. En tout cas, il n'y a que des choses qui se manifestent. Et on a une chance de se mettre en contact avec ces choses-là. C'est parce qu'on n'a rien trouvé de ontologique. Quand on parle de la table, on a la tendance de diviser la table en deux parties. La partie fondamentale, la base, c'est le bois. Et l'autre partie, c'est l'apparence de la table, comme quelque chose de couleur jaunâtre, quelque chose de plat, quelque chose d'agréable à voir. Il y a l'apparence, le tướng, l'apparence, la forme, hình tướng. Et puis on voit aussi la fonction de la table. Ça peut servir comme support de quelques livres, de quelques marqueurs. Il y a l'apparence et la fonction de la table. Maintenant, on abandonne la base ontologique pour pouvoir entrer en profondeur avec la forme, l'apparence et l'usage, la fonction. Et sai biệt, ici, ça veut dire que tướng và dụng, l'apparence et la fonction. Le marqueur a sa nature propre. On pense comme ça. On a été dans la recherche de cette substance ontologique. On n'a pas trouvé. Maintenant, on sait qu'il n'y a que la forme et la fonction. La forme cylindrique, la fonction, on peut utiliser ça pour écrire, pour marquer quelque chose. Alors, tout ce qu'on fait, c'est ça. Le quatrième pas. Investigation. Et quand on fait l'investigation, on voit que la marque et la fonction sont aussi des appellations conventionnelles.
quand on a eu l'affaire avec la base ontologique, on a découvert que cette base, cette soi-disant base ontologique n'est qu'une appellation conventionnelle. Maintenant, on a affaire avec l'apparence, la forme et l'usage. Et on trouve aussi que ce sont des choses qui n'ont pas de substance. Ce sont aussi des appellations conventionnelles. Dans le bouddhisme, on parle de l'universel et du particulier. Par exemple, quand on regarde cette maison, cette salle de méditation, on voit la salle de méditation comme un tout. On appelle cela salle de méditation. C'est l'universel. On cherche de trouver, on cherche de confirmer l'existence de l'universel. On a trouvé que cette universalité n'existe pas. Il n'y a que des éléments qui sont réunis pour pouvoir donner l'apparence d'une universalité. On ne voit que des briques, des tuiles, des clous, des morceaux de bois. Ce sont des choses appelées des particuliers. L'universel, c'est pour opposer au particulier. L'universalité, la particularité. Quand on parle de la sœur Mangim, on parle de l'universalité. Mais est-ce qu'on peut atteindre à cette réalité? Non. Dans le bouddhisme, on parle de réalisation. On parle de l'obtention de la réalité. Et dans le Sutra du cœur, on dit qu'il n'y a pas d'obtention. Il n'y a rien pour obtenir vô đắc vì không có sở đắc. On parle de la sœur Mangim. Est-ce qu'on peut l'obtenir comme réalité intime? Non. Il n'y a pas de nature propre appelée sœur Mangim. Il n'y a que des cellules, il n'y a que des pensées, il n'y a que des émotions, il n'y a que des perceptions, etc. Alors on abandonne l'université, l'universel pour revenir au particulier. On a affaire maintenant avec des cellules, avec des formations physiques et mentales de cette manière. On est plus humble. Donc, la saine méditation au tranquille. Vous savez que cette saine méditation est appelée au tranquille.
c'est une appellation offerte par les membres de la Sangha. Et cette sanitation a l'apparence d'un tout. Et c'est le caractère universel. Mais à la recherche d'une base ontologique de ça, on ne peut pas la trouver. On reconnaît que cette sanitation, en fait, est manifestée à l'aide des éléments comme briques, comme clous, comme bois, comme labeur, etc. Alors on a affaire avec des particularités. Et maintenant, si on parle d'une tuile ou une brique, on voit que la brique aussi peut se voir comme quelque chose d'universel. La brique est un élément de la sanitation. Mais une brique, c'est aussi quelque chose qui possède l'universel et le particulier en même temps. Si on regarde dans la profondeur de la brique, on voit l'argile, on voit le four, on voit l'ouvrier, on voit la nourriture pour l'ouvrier, on voit la maman, le papa, le travail, la pensée, l'espoir de l'ouvrier. On voit tout cela. Donc, dans l'universel, on voit le particulier. Alors, si l'universel n'a pas de nature propre, le particulier n'a pas de nature propre non plus. Et sans le particulier, il n'y a pas d'universel. Sans l'universel, il n'y a pas de particularité. Donc, l'universel et le particulier intersont. Et c'est pourquoi, non seulement nature propre est une convention, est une vérité conventionnelle, c'est une appellation conventionnelle, mais quand on parle de l'apparence, de l'usage, de la fonction de chaque élément, on voit aussi que ce sont aussi des appellations conventionnelles. Je pense que les hommes, les femmes de science aujourd'hui seront très intéressés à cet enseignement. Et je pense qu'ils ont maintenant la capacité de comprendre cela. Surtout dans le domaine de la science cognitive et dans la neuroscience. Ça vient lentement. Seulement, on va utiliser non seulement l'intelligence rationnelle, mais il faut savoir comment profiter de la pratique afin de pouvoir acquérir cette vision, cette intelligence intuitive qui est vraiment fondamentale. Dans le passé, les pratiquants spirituels n'avaient pas besoin des instruments. C'est parce que le travail
est dans le sens de l'intuition, non pas dans la recherche intellectuelle, dans l'analyse, dans la démonstration rationnelle. Et si on veut un jour avoir accès à la vérité, alors il faut s'entraîner pour pouvoir s'approcher de la réalité en termes d'intuition et non pas d'analyse. En fait, les hommes, les femmes de science les plus forts dans notre histoire ont eu des intuitions très profondes. Et après cela, ils ont pu décrire leur intuition en termes d'analyse, comme ça. Et ils ont exprimé les limites de leurs moyens d'expression. C'est parce qu'on a déjà dit dans le bouddhisme zen qu'en ce qui concerne la réalité profonde, la vision profonde, la voix des mots, la voix des langages est déjà coupée. Ngôn ngữ đạo đoạn. Quand vous méditez sur la mort, votre propre mort, ou la mort de votre bien-aimé, vous aurez besoin des suggestions du Bouddha. Qui va mourir? La personne qui va mourir, est-ce que c'est une réalité? C'est un moi? C'est un coordinateur? Ou bien c'est seulement une appellation conventionnelle? Un moi virtuel? Một cái ảo ngã. Ce sera très utile. Ça va vous aider à faire une percée dans la réalité. Et à cause de cela, la peur ne sera plus là sur votre chemin. On peut mourir avec un sourire. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent qui meurt. Et on voit très bien que c'est parce qu'il y a la naissance, il y a la mort. C'est parce qu'il y a la mort, ça doit être la naissance qui doit suivre. Có sinh, có tử. Có tử thì phải có sinh. Có sinh không thể nào không có tử được. Và có tử không thể nào không có sinh được. S'il y a la naissance, ça doit être la mort. S'il y a la mort, ça doit être la naissance. Birth, that's death, death, that's birth. Et c'est très intéressant de méditer sur votre propre mort ou la mort de votre bien-aimé. Qui va mourir? Est-ce qu'il y a un agent? Est-ce qu'il y a un chef? Est-ce qu'il y a un coordinateur
Ou bien il n'y a qu'une communauté de cellules, une communauté de perception, une communauté d'émotions, une communauté de sensations. C'est riche comme sujet de méditation. Bonne chance.